bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir de nouveau aujourd'hui. Je me présente Nadia Villeneuve, je suis bibliothécaire responsable de l'éducation ouverte à l'Université Laval et également coordonnatrice de la Fabrique REL qui organise cet événement du mois de l'éducation ouverte et je le fais en co-création, si on veut, avec Marianne Dubé. Aujourd'hui, c'est notre troisième et dernière partie de l'activité Vitrine REL. Hein, vous le savez maintenant que c'est une activité qui est un incontournable dans le mois de l'éducation ouverte. Et puis, encore aujourd'hui, on va découvrir des réels fantastiques et que je vous encourage à aller consulter, à partager et à transmettre à tout le monde qui pourrait être intéressé à les utiliser. Alors, je vous suggère de vous installer confortablement, d'avoir une ouverture d'esprit, de ne pas hésiter à poser vos questions. On va utiliser le clavardage pour les questions, mais également, si vous voulez poser vos questions de vive voix, vous pouvez lever la main. Il y a il y a une période de questions après chaque présentation. Et je vais partager dans le clavardage le lien vers la dernière activité de demain, qui est la clôture de notre mois de l'éducation ouverte, et la chaîne YouTube qui comprend la playlist de notre mois de l'éducation ouverte. Alors, je vais m'apprêter à faire ça dans le clavardage. Puis en même temps que je le fais, bien, je vous encouragerai à partager également votre établissement d'attache et votre profession pour qu'on ait une idée à qui on s'adresse. Donc, c'est toujours agréable de le savoir. Et puis, de ce pas, je laisse la parole à vos deux animateurs, Mélanie et Claude. Alors, bonne présentation à tous, à toutes et à tous. Merci beaucoup, Nadia. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc, je suis Claude Potvin, conseiller en pédagogie universitaire à l'Université Laval. Je travaille avec la Fabrique REL depuis 5 ans. Peut-être que vous avez déjà vu mon visage, les personnes qui ont eu des projets qui présentent aujourd'hui, bien sûr. C'est la troisième, Nadia l'a dit, la troisième volet de la vitrine REL. Moi, j'ai pas vu, je sais pas vous, mais j'ai pas vu le mois passé. On est déjà à la fin du mois, d'ailleurs, le mois de l'éducation ouverte. Je rappelle, pour la petite histoire, c'est notre 5e année à la vitrine REL et la 3e année du mois de l'éducation ouverte. Donc, on a commencé même avant le mois de l'éducation ouverte. Donc, c'est vraiment devenu une tradition. Et d'ailleurs, la plupart des présentations des années antérieures, je pense qu'elles sont toutes là disponibles sur YouTube, d'ailleurs. Je suis accompagné de Mélanie Brunet, qui est ma partenaire aussi depuis 5 ans, ou presque, là, sauf peut-être une année, qui est bibliothécaire en droit d'auteur à l'apprentissage à l'université, à l'apprentissage abordable à l'Université d'Ottawa. Hein. Le mot, je le disais la dernière fois, le mot abordable est quand même intéressant dans ce titre-là. C'est rare qu'on voit ça dans un titre de bibliothécaire. Parce que oui, les REL, c'est pour ça diminue un petit peu les coûts, évidemment, là, du matériel d'enseignement. Voilà, donc déjà Nadia l'a dit un petit peu tout à l'heure, il y aura, c'est des présentations courtes, 10 minutes, avec une petite période d'échange de 5 minutes. Bon, on essaie de respecter le temps. Parfois, on a moins de temps pour les questions quand les présentations sont un peu plus longues. Puis on essaie de respecter le temps parce qu'évidemment, c'est annoncé à l'avance sur le site web. Donc, voilà. Vous pouvez poser vos questions dans le clavardage. Parfois, en cours de route, on peut y répondre directement. Sinon, bon, on y répond après, à la fin de la présentation. Alors, voilà, sans plus tarder, là, je laisse la parole à Mélanie qui va présenter la première présentatrice. Merci beaucoup, Claude. Oui, j'ai le plaisir de présenter notre première créatrice de REL aujourd'hui. Donc, je vous présente Anne Levesque, qui est à l'Université d'Ottawa, où je suis également. Elle est à la faculté de droit dans la section de Common Law. Puis aujourd'hui, elle va nous parler de l'argumentation juridique, qui est la REL qu'elle a créée avec le soutien de la subvention REL de la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Donc, je vous donne la parole et je vais mettre un lien à votre REL dans le clavardage.
Bonjour. Donc, d'abord, ouais, je vais commencer juste en remerciant Mélanie là, pour son travail, mais aussi pour la bourse. Je suis très reconnaissante. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu développer autrement, cette ressource. Donc, moi, je suis au programme de Common Law français à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa et euh, juste sans vous donner un cours de droit là, canadien, mais la common law en français, c'est un peu particulier parce que, bon, la common law vient de l'Angleterre et au Québec, il y a le droit civil. Donc, hors Québec, la tradition juridique qui s'applique, c'est la common law et la plupart des ressources sont en anglais. Donc, il y a Moncton, hors Québec, et nous qui enseignons le droit, la common law en français, McGill aussi, là, mais il y a certaines facultés au Québec, mais hors Québec, c'est nous et Moncton. Donc, déjà, le contexte est qu'il n'y a pas beaucoup de ressources en français, ressources pédagogiques en common law en français. Le cours en particulier que j'enseigne est un cours de première année qui n'existe pas encore en anglais, mais qui est un cours, essentiellement, c'est comme comment être un avocat. Donc, ce n'est pas un cours de droit substantif, c'est un cours où on apprend aux étudiants d'abord comment lire une décision judiciaire, comment la résumer, comment rédiger des courriels, comment faire une lettre de mise en demeure tout le semestre, là, c'est un cours d'année, le tout se conclut avec un concours de plaidoirie où ils doivent rédiger un mémoire. Donc, un mémoire, c'est la version écrite des arguments juridiques qu'on présente à un juge. Et faire une plaidoirie orale. Et donc, c'est pour ça là, qu'on a créé cette ressource. D'abord, donc, il n'existe presque pas de ressources en common law en français, donc la mise en scène, mais encore moins des ressources sur, en anglais, ce qu'on appelle le lawyering. Comme il y a certains de mes collègues ont écrit des œuvres doctrinales en français, mais sont rares. Mais encore moins là, des textes qui expliquent comme comment être un avocat, comment rédiger certains documents. Donc, ça n'existe pas, presque pas en anglais non plus, en fait. Donc, un cours de première année qui, à l'époque, c'était un cours obligatoire en première année pour 80 étudiants. Maintenant, l'année prochaine, on anticipe 120. Donc, c'est une ressource qui est beaucoup utilisée. Et bon, je vais vous la partager. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est une ressource qui présente aux étudiants les différents types d'arguments juridiques qu'on peut prendre, qu'on peut présenter pour faire valoir des arguments juridiques devant une cour. Donc, en common law, l'approche, c'est que c'est une tradition juridique où les règles sont inspirées des décisions antérieures. Donc, la première règle, c'est le raisonnement par analogie. Et encore une fois, c'est quelque chose que les étudiants apprennent par osmose. Il y a plusieurs cours où on lit des décisions, mais il y a peu de cours où on explique vraiment le raisonnement. Donc, c'est ce qui rend cette ressource assez intéressante et, selon moi, importante. Donc, on explique, par exemple, à la base, c'est le raisonnement par analogie. Et on s'est basé sur des mémoires disponibles aussi gratuitement là, à la Cour suprême, des mémoires rédigées par des avocats des exemples de raisonnement par analogie. Donc, en gros, et donc, sont dans les cases ici là, que vous voyez, des exemples, des extraits des mémoires des avocats chevronnés de raisonnement par analogie. Donc, on explique de quoi il s'agit et ensuite, on donne des exemples tirés de des vraies mémoires présentées à la Cour suprême. Le poser d'une analogie, c'est une distinction, un autre outil de travail là, pour les juristes en common law. Et encore une fois, on explique de quoi il s'agit et on donne des exemples tirés de des vraies mémoires à la Cour suprême des arguments reposant sur des analogies. La ressource présente différentes façons donc, en gros, là, les deux gros, c'est raisonnement par analogie et distinction. On peut aussi regardant l'esprit de la règle ou le raisonnement à fortiori. On a aussi des arguments reposant sur les considérations de politique sociale ou économique et encore, on présente des exemples dans des mémoires.
Donc, c'est une ressource qui maintenant est intégrée dans notre cours de première année. On l'a aussi partagé avec le programme de Common Law français, un genre de certificat satellite où on a des profs qui se parachutent dans d'autres facultés de droit à travers le pays qui enseignent la Common Law en français. Donc, ce n'est pas des facultés de droit où on enseigne, où on offre des diplômes en français, mais on offre, en parachutant un prof francophone dans ces facultés, en offrant une certaine formation en français, les étudiants de, par exemple, l'Université de Calgary peuvent obtenir un certificat en common law français. Donc, encore une fois, ces professeurs-là utilisent cette ressource dans le cadre de leurs cours à l'Université de Calgary, Saskatchewan, un peu partout à travers le Canada. Et comme j'ai dit, c'est une ressource particulièrement précieuse, selon moi, parce que d'abord, n'importe quelle ressource en common law en français est précieuse, mais d'autant plus qu'il y en a encore moins là, qui expliquent vraiment comment pratiquer le droit. Et même en anglais, il n'y a pas d'équivalent. Et donc là, nos collègues anglophones vont créer un cours équivalent au nôtre. Nous, au programme français, on était avant-gardistes à ce niveau-là. Et je partagerai aussi cette ressource avec mes collègues anglais. Et le programme anglais est beaucoup plus grand. Il y a 400 étudiants. Là, donc, ça serait assez facile, en fait, de créer une ressource équivalente en anglais parce que les mémoires à la Cour suprême, il y en a aussi plusieurs en anglais. Donc, juste encore là, pour vous remercier un peu pour ce soutien. Là, on était très reconnaissants de l'avoir, puis c'est une ressource souvent utilisée par nos étudiants. Ils ont plaidé leur première cause ce week-end là, et ils se sont fiés beaucoup à cette ressource-là pour développer leurs arguments. Des questions? Merci beaucoup. Oui, s'il y a des questions, moi j'en ai, mais je vais, je vais laisser les autres passer en premier s'il y a d'autres questions. Je vois pas de main levée, je vois pas de petits points dans le clavardage. Je vais y aller, si c'est correct. Moi, ma question, ça a rapport avec. Je sais que quand vous aviez soumis votre demande de subvention originale, c'était pas le même format. Vous aviez parlé de podcast, entre autres. Oui, Puis, fait que je suis juste curieuse, pas oui, comme. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on change oui, de stratégie en cours de route, oui. mais est-ce que ça a été quoi votre expérience en utilisant d'avoir créé la ressource en format PDF? Est-ce que, comparativement à ce que vous aviez dans l'idée Oui. initialement? Oui, merci beaucoup de me rappeler ça. Donc, on a créé quelques vidéos finalement et pour les podcasts. Donc, moi, je fais un podcast pour les étudiants de première année. Ce qui est arrivé, ben, c'était la pandémie et les étudiants avaient beaucoup de contenu où il écoutait beaucoup un podcast, c'est vrai, c'est pas une vidéo, mais on a décidé qu'une ressource physique là, avec des extraits de mémoire, ce serait plus utile pour pouvoir vraiment visualiser les citations et donner des exemples. Donc, c'est ça, on a changé un peu en cours de route là, du plan initial, mais c'est vrai qu'on avait aussi créé une vidéo pour orienter les étudiants en première année par rapport aux cours de compétences. Ouais. OK. Donc, dans ce sens-là, comme vous sentez pas nécessairement que vous avez laissé aller quelque chose plutôt que peut-être que finalement ce format-là était comme plus approprié ou que Ouais. dans certains contextes, étant donné que c'est ça, peut-être que les étudiants voulaient avoir quelque chose de plus qu'ils pouvaient retourner, lire plutôt que de Oui, réécouter. ouais, c'est ça. Écoute, ça fait longtemps, là, mais je pense que comme juriste, notre outil de travail, c'est la rédaction, donc d'avoir des exemples concrets là, que les étudiants puissent visualiser. J'ai fait une vidéo sur les arguments juridiques présentés par ma fille que, qui explique un peu en action comme à quoi ressemble une analogie ou une distinction quand on tente de contester ou d'appliquer une règle. Mais ouais, je pense pour donner des exemples, des exemples concrets de comme
comment, comment articuler et présenter un argument juridique. Je pense que les étudiants de droit, surtout de première année, peuvent normalement réciter une règle, peuvent comprendre une règle qui se dégage de la jurisprudence, mais ont de la misère à l'appliquer. Donc, je trouve que moi, je le fais souvent dans les cours, je me tourne vers des mémoires et je donne des exemples concrets parce que c'est vraiment là où d'appliquer le droit aux faits, là où les étudiants de première année ont plus de... Ouais, c'est plus difficile, ça exige une analyse plus développée. OK. Je vois que Claude a sa main levée. Mais juste avant de donner la parole, Claude, je veux juste mentionner, j'aime bien que vous ayez mentionné votre fille parce que c'est pas la première fois durant la vitrine réelle que nos présentateurs et présentatrices ont mentionné des membres de leur famille comme ayant participé d'une manière ou d'une autre à la création de leurs ressources. Claude? J'ai peut-être déjà la réponse à ma question. En fait, je m'interrogeais. Non, je m'interrogeais un peu sur. Je m'excuse pour le préjugé, mais pour moi, le droit, c'est vraiment plate et aride. Je m'excuse. Mais je regarde votre ressource, puis elle est intéressante à consulter, parce qu'il y a vraiment une belle mise en page. Je me demandais qui l'avait fait. Est-ce que vous avez eu de l'aide pour ça? Parce que c'est quand même tellement important, là, parce on est beaucoup dans le texte, hein, on s'entend. Donc, il faut essayer d'aérer ça, d'illustrer, de le rendre Oui. intéressant à naviguer. Oui, donc, comme moi, je me fie toujours aux étudiants pour faire ça. Et justement, je travaille présentement sur un projet sur le droit des enfants. Et on a des étudiants là, qui peuvent rendre ça comme des couleurs. Puis donc, moi, je m'y connais un peu, mais les étudiants sont très doués là, en matière de mise en page. Mais oui, je trouve que c'est plus intéressant. Comme on peut regarder un mémoire, mais de vraiment nommer puis de dire ça, c'est un exemple d'un argument par analogie. Il n'y a pas beaucoup de cours en droit qui expliquent et qui nomment les arguments de cette façon. C'est comme on s'attend que les étudiants vont l'apprendre par osmose. Donc, oui, je suis contente qu'on les fait. Puis aussi, oui, je suis d'accord, j'aime beaucoup la mise en page. Les étudiants ont très bien réussi. Bon, donc, c'est pas votre fille, ce sont des personnes Non, étudiantes. non, Donc, ça pourrait l'être, mais oui. J'allais dire, vous Les avez actrices, quand même consultrices de deux. mode, ouais. C'est ça, vous avez comme deux co-autrices officiellement sur la REL qui étaient des étudiantes. Oui, justement. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. OK. Mélanie, tu me passes la parole ou... Oui, tu Oui. peux prendre la parole. Je vois pas d'autres questions. Fait que si on veut passer à la prochaine présentation, je pense qu'on peut. Mais merci beaucoup, Anne. Merci à toi. Merci. Il me fait plaisir de vous présenter la prochaine donc présentatrice, créatrice de REL, Mélanie Cabana. Mélanie, ça fait plaisir de se revoir. La dernière fois, c'était dans un contexte tout autre. Et c'était même pas dans le contexte de création de Non. REL. La règle que Mélanie a élaborée, bon, elle a pour titre Expérimentation pédagogique d'outils d'IAG en enseignement supérieur, scénario d'atelier main sur les touches pour le corps enseignant. Ça s'est pas fait avec la Fabrique REL dans le cadre d'un appel à projet, d'un gros projet. C'était un autre contexte, hein. Je pense que tu vas Oui. nous l'expliquer. Alors, sans plus tarder, je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup, Claude. Et puis, bonjour à toutes et tous. Comme je le mentionnais, là, je le précisais dans la conversation, donc, je suis conseillère en pédagogie numérique pour le service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke. C'est important de préciser aussi que je me présente ici au nom d'un groupe de travail qui s'appelle le groupe Apprivoiser les IA. C'est un groupe qui a été formé en 2023 à l'Université de Sherbrooke, qui regroupe à la fois des conseillères pédagogiques et des bibliothèques du service de en fait, des conseillères pédagogiques du service de soutien à la formation et des bibliothécaires du service des bibliothèques et archives. Donc, c'est vraiment un groupe de travail. Puis, dans le fond, c'est au nom de ce groupe-là là, que je vous présente la REL qui a été produite.
Donc, en fait, la REL en question, vous avez, dans le clavardage, on met le lien vers directement la ressource, qui est un livre numérique. On l'a également déposé sur Zenodo. Donc, à l'écran, vous voyez le lien vers Zenodo, dans lequel on retrouve l'ensemble des informations pertinentes. Donc, c'est cette ressource que je vous présente, là, puis je vais vous expliquer justement le contexte dans lequel la ressource a été développée. Donc, il faut savoir que le groupe de travail auquel je faisais référence il y a quelques secondes se rencontre de manière mensuelle. Et puis, il y a un an, à peu près à pareille date, lors d'une rencontre, on faisait le constat, puisque au sein du groupe, on a des conseillers, conseillères pédagogiques qui sont délégués dans les facultés. Et là, ils faisaient le constat qu'il y avait vraiment une augmentation quand même assez importante de demandes d'activités de type main sur les touches. Donc, on prenait pour acquis là, que les gens avaient quand même passablement expérimenté les IA. On était en 2025, mais force est de constater que ce n'était pas nécessairement le cas de tous. Puis là, on nommait beaucoup de gens qui, malgré l'utilisation des balises, donc à l'Université de Sherbrooke, on a mis en place des balises, donc les enseignants se les ont appropriées, mais malgré ça, ils n'avaient pas nécessairement expérimenté les outils d'IA. Et en plus, on ajoute à ça que énormément de ressources existaient au sein du SSF. Donc, depuis 2023, on avait développé toute une panoplie de ressources, que ce soit nos activités de type bac à sable. Ensuite, on avait offert des mini-ateliers. Donc, ces ressources, les conseillers, conseillères pédagogiques délégués se les appropriaient à leur manière, puis en fonction de leurs besoins, mais parfois, les ressources, elles étaient méconnues. Donc, le besoin nommé, c'était d'arriver à rassembler ou de mettre à jour ces ressources pour avoir quelque chose d'un peu plus adapté aussi aux différents, au niveau hétérogène de maîtrise des outils. Donc, l'objectif, c'était de produire une forme de trousse d'activités d'expérimentation qui soit à la fois à jour, mais aussi qui puisse être utilisée avec vraiment des publics plus hétérogènes, donc allant de introduction aux outils d'IA à des gens qui les maîtrisaient déjà, qui en faisaient déjà une utilisation et qui voulaient aller plus loin dans leur réflexion et leur usage. Alors, a priori, d'entrée de jeu, cette ressource, elle, s'adresse aux personnes formatrices, aux conseillers, conseillères pédagogiques ou toute autre personne susceptible de former le personnel enseignant. Donc, c'est quoi la ressource? C'est un scénario d'atelier clé en main, dans le fond, qui vise deux objectifs, soit de mobiliser les habiletés technologiques nécessaires à l'utilisation des différents outils d'IA permettant là, justement de les expérimenter, puis soutenir le développement aussi d'une compréhension globale de ces outils. Alors, c'est un scénario, je vais vous en dire davantage dans quelques minutes, mais qui se retrouve dans la ressource. Mais la ressource contient l'ensemble du matériel de formation et donc inclut aussi le matériel pour les personnes participantes. Donc, la ressource s'adresse également aux personnes participantes. Donc, elles ont accès à 20 tâches d'enseignement à expérimenter. Donc, ces tâches-là, elles vont de tâches simples à des tâches plus complexes. Elles ont été également alignées avec les balises d'utilisation des outils d'IAG qu'on a développés à l'Université de Sherbrooke. C'était pour que la ressource permette de mieux se les approprier. Donc, on a fait un arrimage avec cette autre ressource qui existait déjà. Puis, comme c'est un livre numérique accessible en ligne, bien, en fait, au-delà des ateliers de type de l'atelier main sur les touches, les participants ont toujours accès aux 20 tâches. Donc, pendant l'atelier, bien évidemment, ils auront l'occasion d'en expérimenter peut-être 2 ou 3 ou plus, mais donc, ils ont, au-delà de l'atelier, accès à l'ensemble des tâches qui sont proposées dans la ressource. Et en bonus,
cet automne, l'automne de l'année 2025, donc l'automne dernier, on a ajouté 10 tâches d'apprentissage dans le livre, ce qui permet à des personnes enseignantes qui souhaiteraient mieux accompagner les personnes étudiantes dans la réalisation de tâches ayant recours avec l'IA, ben, on propose 10 tâches d'apprentissage dans cette même ressource. Alors, le médium qu'on a choisi d'utiliser, c'est Pressbooks. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Pressbooks, c'est une plateforme d'édition numérique en ligne là, qui permet de créer justement créer facilement des livres professionnels qui sont ensuite disponibles sous différents formats. Donc, le format web, donc le lien que vous avez dans la conversation, c'est le format web. Vous voyez sous la couverture, vous avez téléchargé ce livre. Eh bien, on peut l'avoir, donc en extraire un PDF ou on peut aussi en télécharger une version EPUB. Le livre numérique que je vous présente est actuellement hébergé sur le site de la Parpebuc, donc les partenariats des bibliothèques universitaires du Québec. Donc, notre ressource se retrouve à cet endroit et puis elle est disponible là, sous licence CC BY. Donc, voilà. Alors, avant que je me rende à la ressource comme telle, puis que je vous montre quelques sections, juste rapidement, voici ce que comporte la ressource. Donc, l'ensemble des informations nécessaires pour le bon déroulement de l'atelier. Ensuite, on fournit également des exemples de sondages qu'on peut faire en amont ou pendant l'atelier pour mieux connaître les usages que les personnes participantes font des outils d'IAG. On a également des pistes de réflexion et voire même un guide d'accompagnement d'atelier qui pourrait être offert subséquemment à cet atelier d'expérimentation, donc pour amener les participants à aller plus loin dans leur réflexion. On a le fichier PowerPoint, donc de l'atelier en question. On a 30 modèles de requêtes qui sont accessibles en ligne. Quelques illustrations concrètes. Là, donc, on a pris quelques requêtes puis on en a fait des modèles, des exemples qu'on a rendus disponibles et voir, on a aussi quelques ressources complémentaires qu'on est venu ajouter à la ressource. Donc, avant qu'on passe à la période de questions, je vais juste aller directement, il me reste une petite minute, donc je vais prendre cette minute-là juste pour vous montrer un peu comment on explore le livre. Donc, ici, je vous expliquais qu'on peut venir télécharger le livre en question. Ensuite, lorsqu'on entre à l'intérieur du livre, on retrouve la table des matières à la gauche. Donc, la première section, donc c'est ici qu'on a accès à tout le scénario puis toutes les informations nécessaires pour s'approprier le scénario puis être en mesure d'animer un atelier de type main sur les touches. Les tâches auxquelles ont accès les participants, donc les tâches d'enseignement, se retrouvent à la section 2. Donc, on a divisé les tâches simples des tâches complexes et les tâches d'apprentissage se retrouvent à la section 3, juste ici. Alors, rapidement, je vous montre un petit peu comment sont organisées les pages. Donc, quelques informations sur la manière de faire les requêtes. Et là, vous voyez la liste des 10 tâches à effectuer. Donc, si je vais à activité brise-glace pour introduire un sujet précis, vous avez un modèle de requête. Donc, les participants copient, collent cette requête dans un outil d'IAG, personnalise la requête, bien évidemment, partout où vous voyez les crochets, donc vient intégrer les éléments contextuels et personnalisés à la personne et ensuite, voit le résultat obtenu par l'outil d'IAG. Du côté des requêtes étudiantes, dont on est particulièrement fiers, donc on est aligné vraiment avec des stratégies d'apprentissage efficaces.
Donc, pour ceux et celles qui sont un peu familiers avec les niveaux de balises développés à l'Université de Sherbrooke, ben, on est surtout à des niveaux 1 et à des niveaux 2. Donc, on suggère une utilisation en fait, une utilisation où l'IA est en soutien à l'apprentissage. Donc, on a des petites mises en garde pour les personnes étudiantes, des petits points de vigilance. Puis, si on prend, par exemple, la méthode Cornell, donc une requête en lien avec l'adaptation de ses notes personnelles, on explique un petit peu qu'est-ce que la méthode Cornell, un petit point de vigilance à l'effet de ne pas mettre le matériel de la personne enseignante sans son autorisation dans les outils d'IA, mais bien partir de ses notes personnelles avec le modèle de requête. Alors, ça vous donne un aperçu là, de ce qu'on retrouve dans le livre. Donc, je vais arrêter le partage, puis je vais pouvoir répondre aux questions s'il y en a. Merci Mélanie. Alors, il y a des questions. Il y a Jules qui il y aurait une question. Alors, à vous la parole, Jules. OK. Merci, Mélanie, pour cette présentation. Déjà, je suis Jules Thiac. Récemment, toujours dans le cadre de l'éducation au VET, nous avons avec certains collègues eu un échange par rapport au REL, à la notion de REL. Et l'une des questions qui est revenue, c'était, la première, c'était qui valide la REL, et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on fait pour la diffuser. Alors, je suis déjà très content de voir votre approche avec, je crois, Zonedo. J'aimerais savoir si déjà, dans un premier temps, vous pouvez nous donner votre point de vue par rapport à cela et nous partager avec nous quels peuvent être les mots de diffusion à part les canaux de réseaux sociaux. Merci. Merci pour votre question, Jules. En fait, c'est une très bonne question. Il faut savoir que là, nous, on avait toutes les conditions favorables pour produire une REL puisqu'on est un groupe de travail. Alors, ce qu'on a fait pour être efficace, on a formé un sous-comité, donc un sous-groupe de travail qui a travaillé à l'élaboration de cette REL. Et donc, on est revenu vers le groupe de travail pour la validation, mais aussi, puis je mentionnais un peu plus tôt qu'on avait nos collègues bibliothécaires qui sont sur ce groupe de travail, donc à la fois des bibliothécaires et à la fois des conseillères pédagogiques ont pu se pencher. En parallèle à tout ça, parce que vous voyez, c'est 2025, on l'a utilisé dans des situations authentiques, c'est-à-dire qu'on a piloté plusieurs ateliers dans lesquels on mettait un peu à l'épreuve la ressource. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle apparaît sur Zenodo que depuis quelques semaines seulement, c'est qu'on lui a donné vraiment le temps de vivre un peu puis d'arriver à une version optimale. Et donc, vous avez la version 2.0, je vous dirais, de la REL au départ, puisqu'elle a connu là, déjà un petit revampage là, par rapport au retour qu'on avait reçu des participants puis des collègues aussi qui ont eu le temps de la réviser. Pour la deuxième partie de votre question, par rapport justement à la diffusion, il faut savoir que nous, on a la chance d'avoir une conseillère pédagogique dédiée à l'éducation ouverte, donc Marianne Dubé, pour ne pas la nommer. Et donc, avec Marianne, on a vraiment plusieurs opportunités. Donc, elle nous a fait connaître Zenodo déjà il y a un an ou deux. Et donc, c'est devenu quasiment systématique, là, un réflexe, je vous dirais, d'utiliser ces plateformes-là pour diffuser l'information. Puis, à notre service, on a aussi un service de communication. Donc, on fait des publications sur LinkedIn. Puis, il y aura une mise à jour de notre site Web aussi, ce qui aide et favorise aussi la diffusion, en fait, l'accès à nos ressources, de donner de la visibilité à nos ressources. Merci beaucoup, Mélanie. Mélanie est modeste, mais j'ai vu le chiffre de 16 000 téléchargements, hein, ce qui est impressionnant. Pour les balises, ça? Oui. Oui.
Oui, ça fonctionnait assez bien, les balises, hein? C'est un Ouais, bon coup, comme on dit dans notre... un bon vendeur, on peut s'en servir pour plugger vers d'autres. Jules, je vois que votre main se levait, se descendait. Est-ce que vous avez une autre Non. question? Si, merci. Oui, oui, Oui? il y a une autre question. Bon, D'accord. j'aimerais savoir déjà sous quelle licence est diffusée vos ressources Zonedo et savoir est-ce que le processus d'amélioration continue ou alors c'est une REL qui est entre guillemets actuellement définitive. J'ai le temps de répondre, Claude. Je prends rapidement, très, très rapidement, là, parce que je vois le temps qui file. En fait, lorsque les ressources sont développées par le service de soutien à la formation, je vous dis, hein, Marianne nous a bien éduqué. Je vous dirais quasiment d'emblée, c'est du CC BY. Donc, lorsque c'est nous qui sommes les auteurs de nos propres ressources, on y va avec la licence la plus ouverte. Ensuite, par contre, lorsqu'il y a d'autres partenaires, des facultés, des professeurs, des chercheurs, donc là, on s'adapte, on explique un peu hein, les différentes ressources possibles, puis on s'adapte en fonction de où la personne, avec quoi la personne est à l'aise. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Hein. Nous, on est un service de soutien à la formation. Puis là, votre deuxième partie, ah oui, donc cette ressource-là n'est pas définitive dans la mesure où elle pourrait être reprise, puis on pourrait, en fait, c'est un peu la beauté du Pressbooks, c'est qu'on peut augmenter, donc on peut venir la modifier en temps réel parce que c'est comme un WordPress. Donc, je peux aller rajouter des sections. Demain matin, je pourrais aller rajouter une nouvelle section. Donc, ça se fait très, très, très rapidement. L'idée de Zenodo, c'était juste pour aider à la diffusion puis au déploiement, puis pour que les gens puissent la repérer plus facilement. Sur Zenodo, là, on est plus dans une diffusion figée dans le temps puisque c'est un PDF, mais la ressource comme telle, elle va pouvoir continuer d'évoluer, puis on pourrait venir faire une version 0.2 sur Zenodo éventuellement s'il y avait des modifications substantielles à la ressource. Oui, j'ai tenté de faire vite, mais je ne suis pas bonne pour ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai bien compris que lorsque le travail est fait par vous uniquement, c'est CC BY. OK. Bon, mais je n'ai pas suivi la licence lorsqu'il y a des partenaires. Ben, en fait, là, on va s'adapter à la OK. personne. Ça Oui, varie. oui. Ah, d'accord. Oui, OK, merci. exactement. On pourrait avoir des share alike ou des variantes. Merci beaucoup, Mélanie, Claude, et merci, Jules, pour vos questions. Très bravo et merci Mélanie pour partager hein, tout ce beau travail là, parce que c'est quand même vous le faites en dehors aussi des subventions, des organisations qui prônent justement le partage. Alors merci de le faire. Je passe la parole à Mélanie qui va présenter la prochaine personne qui va présenter justement. Oui, merci Claude. Donc, la prochaine REL va être présentée par Juan Carlos Bustamante, qui est au département de mathématiques à l'Université de Sherbrooke. Et aujourd'hui, il va nous parler de sa REL algèbre linéaire et géométrie vectorielle. Et je vais mettre le lien dans le clavardage. Donc, allez-y, Juan Carlos. Bonjour à tous, merci. Alors, donc cette fois, je vais parler d'une nouvelle petite REL que j'ai, par opposition à la grosse REL qui est beaucoup plus âgée et beaucoup plus mature de la semaine dernière. Alors, c'est un manuel d'algèbre linéaire et pour le niveau collégial, je dirais. Okay. La genèse de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, j'enseignais au collège Champlain, j'enseignais en anglais. Et donc, pendant la pandémie, j'ai été confronté à la nécessité de développer du matériel en ligne. J'avais toujours cette inquiétude, cette préoccupation du coût des ressources web pour les étudiants. Donc, souvent, comme je disais l'autre fois, il se trouve qu'on utilise un manuel qui est très bon, mais il coûte une fortune. On utilise le tiers et à la fin, il ne reste que du vent, quoi, ou des beaux souvenirs, ou des moins bons souvenirs, dépendamment des cas. Et donc, j'ai commencé à écrire des notes, mes propres notes et les complémenter par des exercices WebWork
qui avait été développé dans le cadre d'autres projets de ressources éducatives libres. Donc ça, c'est quand même un aspect que j'aime bien des REL, c'est lorsqu'il y a des projets qui sont bien faits, ils peuvent être réutilisés par la suite. Et donc, contrairement à ce que je disais dans mon projet de calcul vectoriel, ce projet a été écrit de zéro. Donc, mais d'abord en anglais, et puis par la suite, j'ai commencé à enseigner, j'ai eu comme mandat de développer un cours pareil, essentiellement du même niveau. Donc, c'est un cours de propédeutique de mise à niveau à l'université de Sherbrooke. Donc, en réalité, c'est le contenu du cours du collégial. Et donc, j'ai francisé mes notes qui étaient en anglais, puis j'ai décidé de passer sur la plateforme Pretech, qui est celle que vous voyez ici. Donc, et il faut dire en fait, il faut dire plusieurs choses. Les notes de cours en français ont été déjà utilisées. C'est-à-dire que la première fois qu'ils ont été utilisés, c'était peut-être à l'hiver 2022. Puis il y a eu un raffinement successif. On a eu la subvention de la Fabrique REL pour travailler là-dessus avec Sylvain Berruvet du Cégep de Sherbrooke. Et aussi, à un moment donné, il y a eu David Racicot-Desloges du Collège Champlain qui a participé au projet. Et donc maintenant, il est comme suffisamment mûr pour être lâché dans la nature et avoir sa vie propre. Donc le manuel, c'est un manuel de type... en fait, c'est des notes de cours. Moi, je ne sais pas si je qualifierais ça comme note de cours ou manuel. C'est quelque part entre les deux, de par la complétude, de par la quantité de choses qui se trouvent dedans. Et pour moi, la version principale, c'est la version HTML qui est celle que je suis en train de vous montrer ici. Et je vais vous montrer quelques petits aspects intéressants. Donc, c'est un fichier HTML. Et il y a quelque chose que j'aime bien ici. C'est la facilité, par exemple, de naviguer dans le fichier HTML. Et quand je dis facilité de naviguer, je me réfère à la chose suivante. Donc, j'ai pris des notes ici, c'est 3.2.5 que je veux venir voir. C'est que si on regarde qu'est-ce que j'ai dans 3.2.5, dans cette solution, j'ai une référence à un exemple. Et quand je clique l'exemple en question, je ne suis pas déporté à l'exemple. L'exemple s'affiche et puis je peux simplement fermer. Et puis, bon, si par contre je voulais aller à vrai exemple, il faudrait que je clique ici, que j'aille dans le contexte. Alors à ce moment-là, je vais être déporté. Ça, c'est une caractéristique que j'aime bien, qu'on aime beaucoup en mathématiques, parce qu'on se réfère souvent à des équations ou des formules qui ont été établies au préalable. Et quand on lit ça dans un document PDF, pour moi, en fait, pour moi, pour les étudiants, c'est assez embêtant de fait que quand on est déporté du PDF, après, on peut difficilement revenir à l'endroit où on était. Ça, c'est une caractéristique assez importante. Quelque chose d'autre qui est bien ici, je peux passer en mode nuit, si jamais ça me tente, mais là, c'est le jour. Il y a quelque chose de très bien qui est une recherche par la loupe. Donc, comme c'est une collection de pages web, en réalité, si on fait un CTRL-F, ça va restreindre la recherche à la page actuelle. Et du coup, si je recherche quelque chose qui se trouve dans une autre page avec CTRL-F, je ne vais pas la trouver, mais la loupe fonctionne très bien et le clic m'amène directement là. D'autres caractéristiques que j'aime bien de cette plateforme, c'est la possibilité d'inclure des choses comme des éléments interactifs. Donc, je vais vous en montrer deux. J'ai pris les notes 2.1.48. Ça, c'est tout en bas de ma page. Je pourrais faire CTRL-F, mais je n'aime pas le CTRL-F. Donc, 2.1.48. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc, comme ça, au vu c'est quelque chose de statique, mais en réalité, c'est une animation. Donc, c'est un applet GeoGebra. Je ne vais pas faire l'analyse de ce qui est en train de se passer ici, mais ça donne la possibilité de jouer avec des paramètres dans un système d'équations linéaires et toute la discussion de l'exemple, c'est comment interpréter qu'est-ce qui se passe là. Alors, il y en a des comme ça, il y en a quelques-uns. C'est très utile souvent pour la visualisation des constructions géométriques en 3 dimensions, par exemple, ou pour dans une construction, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Donc ça n'est un. L'autre aspect que j'aime bien de cette plateforme, c'est 2.1.37, donc ça c'est un petit peu plus haut. C'est des exercices qu'on a nommés ici à bout de jouer. Alors ça, ce sont les exercices WebWork que j'ai mentionnés qui ont été réutilisés, qui ont été recyclés d'autres projets de ressources ouvertes, open source, qui ont été faites par le passé. Ce sont des exercices WebWork. Et donc, vous voyez ici, j'ai une réponse. Mais en fait, ce qui est bien aussi, c'est que je peux faire le calcul et il va y avoir, bon, dans cet exemple, c'est peut-être pas si intéressant, mais il
il y a possibilité pour un étudiant de faire un exercice live et d'avoir une rétroaction live. Okay? Donc cet exercice-là est un peu boboche parce que la réponse est très, très, très directe. Donc en fait, c'est moins 15. Mais je pourrais générer une nouvelle version aléatoire, par exemple. Donc vous avez les chiffres ont changé et toute la correction et tout le feedback va venir avec ça. Okay? Donc il y a près d'une centaine d'exercices qui sont comme ça dans l'histoire. Autre chose que j'aime bien de ce système de publication, c'est qu'en réalité, ça sépare très clairement l'aspect auteur de l'aspect éditeur. Donc, l'auteur, il ne s'occupe que d'écrire des choses et la personne qui fait l'édition s'occupe de faire la mise en page et tout ça. Et ça a l'air de rien, mais c'est super bien, super intelligemment conçu. Parce qu'avec le même code source, je peux produire, si j'ai 3 rôles d'éditeurs différents, je peux produire une version PDF comme celle-ci, la version HTML, ou une version PDF comme celle-ci. Ça a l'air d'être la même chose, mais en réalité, la mise en page est un petit peu différente, vous voyez? Quel est l'intérêt de faire un truc comme ça? Là, celle que vous êtes en train de voir ici avec ça, c'est l'icône WebWork, en fait. L'icône qui ressemble à une toile d'araignée, c'est l'icône WebWork. C'est que celle que vous êtes en train de voir ici, c'est celle qui a été déposée dans Savoir UDS. Par exemple, ne contient pas ou contient les solutions des exemples, des exemples qui sont à même le texte, et les solutions sont là. Mais en changeant la valeur d'un seul paramètre lors du processus de compilation, je peux choisir de ne pas les mettre pour avoir des notes qui seraient plutôt trouées. Et donc, plus ou moins forcer les étudiants à prendre des notes ou au moins à aller voir la version web qui serait complète. Okay? Et donc, c'est plutôt simple de jouer avec, à partir d'un ensemble de la donnée d'un code source, de construire plusieurs déclinaisons qui seraient différentes, qui seraient plus ou moins complètes, qui incluraient des sections, des sous-sections ou des chapitres de façon très, très cohérente. Ça, c'est quelque chose que je trouve merveilleusement agile comme façon de procéder. Par contre, le système d'édition de ceci, ça a quand même une courbe d'apprentissage qui est non négligeable. Ça demande des compétences techniques, disons, non négligeables, mais je trouve que le résultat peut valoir la peine. Alors, ce projet a été est publié sous licence CC BY NC, by NCSA. Comme je disais, la version web, c'est celle qu'on privilégie. La version PDF, comme dans le cas de la présentation de Mélanie, il me semble, donc la version PDF, c'est quelque chose pour avoir un dépôt à quelque part dans la bibliothèque Savoir UDS, pardon, et la version qu'on privilégie, c'est la version HTML. À terme, le code source de ceci devrait devenir disponible. Et donc, quiconque veut et peut faire une version tailor-made, une version avec des ajouts ou des omissions personnalisées, pourrait le faire. Par exemple, maintenant, on va faire, dans les jours qui viennent, il va y avoir un chapitre 6 qui n'est pas encore là, qui va être poussé en ligne, qui est le chapitre sur les nombres complexes, qui n'est pas toujours là dans les cours d'algèbre linéaire, mais pour les besoins de ce qu'on a maintenant, on va le faire. Ce manuel est utilisé actuellement dans 2 cours, dans un cours propédeutique à l'université et un cours d'algèbre linéaire au Cégep de Sherbrooke. Les mêmes notes sont utilisées là, puis on va quand même faire une petite validation au sujet de la plateforme ou du choix du matériel auprès des étudiants. Donc, voilà, peut-être je devrais dire qu'au long des années, j'ai donné le cours à l'université 1 ou 2 fois, puis on s'est alterné le cours avec 2 professeurs, Virginie Charette et Émilie Cliff du département de mathématiques. Et puis bon, à chaque itération, il y a des nouveaux exercices, il y a des nouvelles petites améliorations qui sont apportées. Puis encore une fois, ça fait partie des vertus du mode open source, c'est qu'on peut juste prendre les sources, les éditer et avoir de nouvelles versions. Donc voilà ce que j'aurais à dire. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. Merci beaucoup, Juan Carlos. Oui, Jules, allez-y. OK. Merci, Juan Carlos, pour cette présentation. Je crois que c'est la deuxième fois que je vous suis ce mois.
Déjà, à chaque fois que vous présentez, je suis toujours impressionné parce que quand je regarde la quantité de compétences techniques qu'il faut avoir pour pouvoir produire un tel document, tout à l'heure, j'ai même vu des pages LaTeX, l'écriture LaTeX qui s'affichait là quand vous présentiez. J'aimerais un peu, je me pose un peu la Ah, question, j'aimerais savoir. parler de Oui, ça? oui. Oui, oui, j'ai vu Mhm. des formules LaTeX, des formules. Oui, oui, Voilà. oui, mais ouais, c'est ça. Oui, j'aimerais savoir donc, d'après vous, cette ressource, euh, un homme comme ça, quelle proportion déjà d'enseignants peut la maîtrise déjà, ont cette capacité? Parce que moi, ce qui m'intéresse au-delà du partage, c'est aussi la capacitation. Est-ce que c'est quelque chose de commun chez les enseignants, peut-être au Canada? Parce que moi, je suis enseignant de mathématiques, niveau Ouais, secondaire, je vois bien ces notions. J'utilise un peu la tech, mais quand je regarde là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses. Et puis, ouais, j'aimerais savoir donc si c'est bon, c'est une compétence acquise par la oui. capacité des enseignants, déjà. Non, 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 pas du tout. Alors, juste pour te situer un peu, pour répondre à la question, puis deux mots au sujet de la tech, parce que c'est quelque chose qui revient souvent quand on écrit des textes techniques. Les gens qui ne sont pas nécessairement dans les sciences appliquées ou pures ne connaissent pas trop, mais c'est un langage de balise qui permet en sorte d'obtenir un rendu mathématique d'une très grande qualité. En fait, un rendu d'une très grande qualité. Et puis, c'est là qu'on commence à voir la séparation entre le contenu et la structure et la mise en page. Donc les deux rôles sont un peu séparés. Puis c'est très, très performant de parler comme ça. Alors, pour répondre à ta question, typiquement, un enseignant collégial ici, il fait une maîtrise en mathématiques ou en informatique ou quelque chose comme ça. Alors, normalement, quelqu'un qui fait une maîtrise en mathématiques ou en informatique, il doit la faire en LaTeX. C'est-à-dire Effectivement. que typiquement, quelqu'un qui connaît, qui a le parcours standard, il a une certaine maîtrise de LaTeX. Effectivement. Maintenant, le passage de LaTeX à PreTech, qui est cette balise, cette plateforme, n'est pas sans peine. C'est-à-dire que ça prend quand même des bonnes doses de café pour pouvoir le faire. Mais quand on comprend la logique de LaTeX et des langages de balise, c'est-à-dire que le pas est beaucoup moins fort. D'autre part, quelqu'un qui comprend la structure de ce qu'il veut dire, avec les outils d'intelligence artificielle générative, peut demander à un de ces agents-là de faire la partie quincaillerie. C'est-à-dire, et puis moi-même, je le dis sans aucun problème, j'ai codé certains problèmes en faisant ça. Hein. Je dis, je veux que tu me donnes un exemple ou trois exemples de matrice 3 par 3 dont le déterminant soit non nul, et puis je veux les calculs et ça me les sort, ça me donne le code, ou je peux lui fournir les matrices en langage naturel, si l'on veut, hein, pas vraiment codé, et je lui dis, OK, code-moi ça en PreTech. Et ça le fait assez bien. D'autre part, quand j'ai commencé à faire ça, bien sûr, je ne connaissais pas du tout ça. Donc ça, c'est quelque chose, ça, c'est une compétence que j'ai acquis dans les 4 dernières années, disons. OK? Euh, il y a une communauté de support, de soutien de PreTech qui est super active, super active. À chaque semaine, ils appellent les drop-ins, ils ont des réunions virtuelles dans lesquelles trois ou quatre personnes qui s'y connaissent bien assurent une permanence. Donc par Zoom, on se connecte dans la rencontre et puis on pose des questions et voilà quoi. Ce sont les développeurs de PluTech qui t'aident à résoudre tes problèmes et puis ça fonctionne assez bien. C'est-à-dire que je l'avais mentionné aussi la dernière fois, une des caractéristiques que j'utilise beaucoup, pas dans celui-ci, mais dans l'autre manuel, n'existait pas dans PluTech. Mais à un moment donné, je suis arrivé avec le problème dans une de ces rencontres-là, puis 2 semaines plus tard, la solution était techniquement implémentée. Donc, il y a une communauté qui est super active, qui est vraiment la première ressource que j'utilise. Oui, tout est open source. Moi, je suis un fervent utilisateur de tous les outils open source. Et donc, voilà. Donc, je travaille sur Linux, j'utilise LibreOffice et et tout est open source. Je, je peux poser, bon, ma dernière question. Déjà, tout à l'heure, vous avez parlé du rôle de l'éditeur, en fait, parce que généralement, bon, les quelques fois que j'ai fait un peu dans l'édition de manière scolaire en présentiel, j'aimerais ça vous a fait comprendre que
c'est divisé. Ça veut dire l'éditeur ne peut pas modifier les formules, c'est ça? Du Attention, texte? attention. Oui. Alors, ça, c'est plutôt une division. Cette technique, c'est très sémantique. Moi-même, Ah, c'est d'accord. moi-même qui ai eu les deux rôles. OK? Mais le problème, c'est que Ah, la ok. division de quand est-ce que je mets un chapeau et quand est-ce que je mets l'autre est très claire. Ah, ok. Quand je mets le chapeau d'éditeur, c'est que je vais décider, par exemple, quelles sont les marges ou quels sont les éléments qui se montrent ou quelles sont les couleurs. Ah, ok. OK? Et je D'accord. modifie. Bon, on rentre dans la technicalité, mais il y a un fichier qui s'appelle the publication file, un fichier qui contrôle comment PreTech passe les choses à LaTeX et comment le PDF à la fin va être rendu. Donc, c'est ça l'affaire. Donc, il y a comme un endroit très spécifié où on contrôle les aspects et la partie édition par opposition à où est-ce qu'on contrôle le contenu. Merci. On prend un peu de retard, mais Claude, est-ce que tu veux poser ta question? Ah, je sais pas une question. En fait, Ou un commentaire? c'est juste un petit hommage peut-être au travail de Juan Carlos parce qu'on n'en est pas à sa première ressource. Et puis, moi, je l'ai vu parce que je suis les projets qui ont été subventionnés à Fabrique Réelle. Et puis, cette année, c'était quand même assez ambitieux parce qu'il a travaillé avec plusieurs partenaires et puis dans un contexte aussi inter-ordre. Et ça, c'est quand même un défi. Alors, je voulais juste souligner ça, là, que c'est un beau travail. Je pense que Juan Carlos a pris de l'assurance avec le temps. Et puis, ben, Jules l'a mentionné, il y a quand même un aspect technique assez important dans tout ça. Il fallait coordonner plusieurs personnes. Alors, bravo, c'est une belle réalisation. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Mais c'est ça. C'est le genre de choses que j'aime bien faire avec un ordinateur. Merci beaucoup, Juan Carlos. Donc, Claude, je te laisse la parole pour la prochaine présentation. Merci Mélanie. En fait, c'est un projet de l'Université Laval, c'est mon université, avec Gabriel qui vient comme directeur de publication de cet ouvrage-là, là, je crois bien, c'est ce qui est indiqué sur l'ouvrage, qui a été rédigé avec plusieurs personnes. Donc, l'ouvrage L'engagement social, un beau projet qui a été développé un petit peu en parallèle, un peu comme le projet de Mélanie tout à l'heure, là, en parallèle de la Fabriquerelle aussi. Alors, Gabriel, je te laisse la parole. Bon, merci tout le monde. Oui, effectivement, c'est un projet avec Luc Audebrandt, le professeur titulaire de la chaire de leadership en engagement social, en fait, la chaire de leadership en enseignement sur l'engagement social. C'est un projet depuis quelques temps, on voulait faire un manuel, un ouvrage collectif. C'est un projet qu'on avait dans le carton. On n'avait pas commencé la rédaction, mais en discussion avec la bibliothèque de l'Université Laval et la Fabriquerelle, c'est eux qui nous ont convaincus que ça devrait être sous forme de réel, en fait. Puis, on n'a pas à être convaincu très longtemps, en fait, là, parce que comme vous allez voir, en fait, c'est la philosophie de l'engagement social et les réels en soi, c'est comme c'est très cohérent. On dit, ben, tant qu'à faire quelque chose, faisons-en le réel. Puis, en fait, ce que je voulais faire dans ma présentation, en vous présentant la réel et ces sujets, vous allez voir aussi pourquoi c'est un engagement social, puis pourquoi vos réels aussi en sont des engagements sociaux. Donc félicitations pour tout le monde. Dans le fond, c'est le fait de consacrer ce temps-là en appui à une cause, c'est un engagement social en soi. Donc, je vais mettre en partage d'écran. Donc, voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? C'est bon. Donc, ça, c'est la réelle en question. Effectivement, probablement, c'est sûr que la Pressbook en soi, là, en tout cas, en ce qui me concerne, c'était une expérience A1. Là, ça a été vraiment très agréable à monter. C'est esthétique aussi. Puis ça permet d'ailleurs c'est pas très dur de mettre des figures à travers, comment dirais la typographie, les polices, tout ça, c'est très dynamique, tout ça. Donc, ce qui fait que je trouve que c'est une super expérience que je recommande à tout le monde. Puis la mise à jour aussi est assez facile aussi, là. Donc, en fait, c'est premièrement, puis ce que j'ai mis à l'écran, ce que vous voyez là, c'est la définition de l'engagement social. Puis, en fait, un engagement social, en fait, là, ça part du pourquoi. Pourquoi on s'engage? Enfin, pour qui on s'engage, comment on s'engage, qui s'engage, puis c'est quoi l'engagement social de façon concrète aussi, comment il se manifeste. Puis là, vous allez voir, en fait, dans les chapitres, parce que si je vais dans la table des matières, vous allez voir, là, en fond, c'est beaucoup
classés selon les différents volets de la définition, avec aussi une section sur les retombées de l'engagement social aussi, sur les savoirs, en tant que scène de vie, engagement social et le premier peuple aussi, qui est un chapitre thématique. Donc voilà. Donc, si je reprends la définition, je tasse ça. Mais pourquoi on s'engage? En fait, l'éducation ouverte, c'est une cause sociale. Fait qu'on s'engage à avoir des causes. Donc, l'éducation ouverte, la démocratisation des savoirs, toute la question de l'éducation de qualité, toutes ces choses-là sont des causes sociales. Donc, le pourquoi, dans le fond, ça prenait un pourquoi. Fait que le pourquoi, quand on parle d'engagement social, le fait de contribuer à une réelle, de rédiger une réelle, dans le fond, on a plus une cause sociale quand on fait ça. C'est envers certains publics, certaines communautés ou l'humanité en général, la vie sur Terre, ça peut être aussi des proches, mais dans le cas d'une réelle, ben, évidemment, la communauté étudiante immédiate, dans le fond, mes étudiants, parce qu'en fait, la REL sert dans 2 cours en ce moment, un cours qui est une réflexion sur son engagement social, puis un autre qui est plus théorique, qui est sur l'engagement social, mais plus qui présente le cadre conceptuel. Fait que les 2 cours ont complètement été refaits grâce à la REL. On les a vraiment là, rebrassés au complet. Puis, dans le fond, pour mes étudiants, quand je leur dis, vous n'avez rien à payer, c'est gratuit le manuel. Déjà, là, on s'entend que les coûts, tout ce que ça sous-entend avec le coût de la vie pour un étudiant, le coût de logement, le coût de l'épicerie, mais de savoir que le manuel est gratuit, c'est comme un gros plus. Fait que déjà ça, on contribue au mieux-être d'une communauté, qui est la communauté étudiante. Ensuite de ça, évidemment, toute la question du public ou du grand public aussi, parce que les REL se veulent quand même aussi être accessibles un public qui n'est pas juste universitaire. En ce qui nous concerne, nous, on voulait viser plus large, mais tout le réseau de Centraide l'utilise beaucoup, ces concepts-là. Fait que ça, c'est quelque chose que pour nous, ça aussi, on le fait vivre aussi à travers des réseaux à l'extérieur de l'université. Puis au niveau du comment, parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on fait un engagement social, on consacre quelque chose. Des fois, on consacre des biens, du temps, l'expertise, de la notoriété, de l'argent, bien sûr, mais quand on a fait la REL, on a tout fait ça. On a consacré une partie de notre temps, on a consacré une partie de notre expertise, on a consacré des sous aussi. Oui, on a eu du financement, mais on a aussi mis de l'argent de notre côté, du côté de la chaire, des biens, mais clairement, le fait de consacrer une œuvre comme ça gratuitement, c'est des choses qu'un bien qu'on consacre aussi. Et la notoriété, bien évidemment, la notoriété de Luc Audebran, en tant que le prof titulaire, bien, dans ses réseaux aussi, a aidé à faire connaître la REL. Puis qui s'engage, bien, c'est intéressant parce que l'engagement social, il est social par définition. Donc, clairement, dans le fond, c'est toujours quelque chose qui se fait, c'est jamais en silo, c'est toujours avec d'autres. Fait que ça, c'est plusieurs profs qui ont contribué, des étudiants qui ont contribué, la bibliothèque, sans la bibliothèque, on ne serait pas là. Merci Nadia, puis merci à toute la bibliothèque en soi, là, effectivement, parce que c'est comme et la Fabrique REL aussi. Fait que tout ce réseau-là, ces partenaires-là, aident à produire quelque chose comme ça. Fait que c'est toujours un œuvre collective. Et puis le quoi, ben, effectivement, comme je disais tantôt, c'est d'être capable de livrer quelque chose de concret, de dire, OK, mais dans le fond, ce manuel-là qui est là, ben, c'est quelque chose qui est comme clair et concret, c'est un engagement social, doit se manifester de façon concrète. On est capable de dire, OK, ben, dans le fond, il y a quelque chose de tangible. On est capable de voir, on dit, OK, ben, quand tu es engagé, comment ça se manifeste concrètement. Je vais prendre les questions après. Donc, parce qu'il y a autre chose que je voulais mentionner par rapport à ça. Puis ensuite, ben, toute l'approche, dans le fond, qui est quelque chose de particulièrement intéressant avec la question des REL, qu'on l'aborde ici dans le chapitre, sur la question épistémologique, qu'on trouvait vraiment intéressante avec les ressources éducatives libres et l'approche épistémologique qu'on met de l'avant dans notre manuel, qui est le modèle d'engagement. Donc, autrement dit, c'est pas une approche positiviste où on crée des savoirs à l'université, puis on les donne à la société qui est plein de vases vides qui se remplissent avec notre connaissance. On n'a pas cette approche-là, une approche en engagement social. Le modèle d'engagement est plus une approche des savoirs où ils se co-construisent avec la société. C'est un dialogue, ça évolue. Donc, la société des savoirs, donc c'est pour ça aussi, dans toute la REL, c'est facile de mettre des citations, on met beaucoup d'encadrer ici et là pour montrer, dans le fond, des gens du terrain qui s'expriment, des témoignages, des citations comme ça, pour illustrer que dans le fond, les savoirs sont locaux, sont expérientiels, sont des fois savoirs autochtones, on l'aborde aussi là-dedans. Donc, tous des savoirs qui sont à l'extérieur de l'université. Puis le fait d'avoir une REL, quand tu le construis, mais peu à peu, c'est sûr qu'on se rend compte que là, peut-être on va le faire évoluer, on a rajouté des annexes, dans le fond, déjà, certains guides, certaines choses comme ça.
Puis, dans le fond, puis nous, on voit que clairement, juste en ce moment, il y a un étudiant qui travaille sur un nouveau projet. Peut-être probablement qu'on va devoir faire évoluer certains volets de la définition. Puis c'est ça qui est bien avec les REL, c'est que ça ouvre la porte à ça, à faire évoluer. De dire, OK, ben, puis c'est justement ça, c'est pour ça que le copyright, c'est by NC SA, ben, le côté SA de pouvoir réadapter ou de pouvoir rejouer après dans les contenus avec les Creative Commons, c'est ça qui est bien aussi, c'est de dire la connaissance est évolutive. Là. Fait qu'autrement dit, on va, en les mettant en contact, ces concepts-là, avec d'autres publics, ben, des fois, il y a des choses qu'on va peut-être mettre à jour dans les prochaines années, mais c'est tellement facile à mettre à jour. C'est pas comme un livre qui est sur une tablette, puis c'est fini, puis là, il est dans ma bibliothèque, puis bon, voilà, peut-être prochaine, je vais peut-être faire une autre édition, tout ça, mais là, c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus vivant. Donc, c'est beaucoup en approche avec notre approche épistémologique, je dirais, donc d'être toujours en dialogue comme ça. Puis, de façon pratico-pratique aussi, le côté dans le copyright, le SA, est vraiment utile parce qu'en fait, on a publié récemment un guide, dans le fond, qui est aussi une REL, mais qui est un des chapitres, en fait, qu'on a juste remis en forme, qui est celui sur l'engagement social comme saine habitude de vie. Donc, on l'a pris, puis on le fait circuler comme ça. Puis c'est plus pour le grand public, c'est super intéressant parce que ça montre aussi c'est quoi les impacts sur sa santé et tout ça, mais ça, c'est grâce à la REL. Mais donc, c'est aussi la capacité, des fois, à prendre un des chapitres, de le faire autoportant puis de le faire circuler. Ça aussi, c'est une chose très intéressante qu'une REL comme ça permet de faire. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai autre chose que je voulais mentionner cet après-midi? C'est bon. Ouais, ben, je vais arrêter le partage d'écran, puis je vais la modularité exacte, ouais. Donc, je vous écoute, c'est des questions. Je pense que j'ai fait le tour des points que je vais parler ce midi. Merci beaucoup, Gabriel. Il y a de ces causes qui sont comme des naturelles hein, pour les ressources éducatives libres. C'était comme un mariage vraiment. Et je me rappelle d'ailleurs la présence de Luc Audebrandt, là, le professeur impliqué dans un colloque qu'on a fait il y a quelques années. Mélanie s'en rappelle, oui, à la classe, et puis il avait resté tout le colloque. Mais je sais, effectivement, c'est très proche des valeurs des REL. Alors, merci pour ce partage. Oui, c'était comme logique quand ça allait de soi, qu'on fasse une REL, s'arrêter. On l'aurait mis en libre accès, mais c'est sûr qu'il y a une façon de libre accès, on allait probablement faire, mais c'est plus que ça. Fait que je pense qu'on s'est rendu compte vraiment. En fait, c'est la bibliothèque et la fabricale qui nous a instruits sur qu'est-ce qu'une REL, l'approche derrière une REL, en fait. Là. Fait que, effectivement, puis plus on creuse, plus on se rend compte à quel point c'est cohérent. Mais ça allait de soi, effectivement. C'est une cloche de plus. Il y a Nadia, oui, qui a la main. Oui, Nadia, mais oui. Oui, c'est pas nécessairement une question, mais surtout un commentaire que c'est super beau de voir en plus que votre équipe, elle est tellement à fond dans les REL que vous voulez mettre des licences Creative Commons partout. Donc, c'est fantastique. Puis, c'est le fun parce que c'est comme, ah, Gabriel a encore un projet. OK, cool, on va pouvoir les accompagner, donner des recommandations. OK, après ça, on diffuse ça où? Fait que, tu sais, c'est vraiment animant de voir à quel point vous y croyez puis que vous embarquez. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose à l'Université Laval, là, votre équipe, là, c'est vraiment génial. Oui, parce qu'effectivement, on est devenu un peu addict au REL. Ça souvent, j'écris à Nadia, hey, j'en aurai un nouveau qui s'en vient. Il y en a certains que c'est des chapitres qu'on a packagés, mais il y en a aussi, c'est des nouvelles choses qui s'en viennent. Puis on dit, ben là, on peut tout savoir, c'est by NC ça, je pense que ça fait une bonne idée, puis on valide, effectivement. Puis Nadia, du côté de l'auteur, c'est-tu correct? Oui, c'est correct. T'sais. Mais effectivement, depuis ce temps-là, on est un peu. On est probablement dans on dirait, vos bons vendeurs du concept, là. On y croit beaucoup. Là. Oui, puis tu sais, jusqu'à un certain point, vous devenez nos ambassadeurs par rapport à tout ça. Donc, même sans faire d'efforts, on dirait que vous contaminez les autres juste en parlant, puis juste en en faire. Là. Donc, c'est vraiment bien. Tant mieux. J'ai-tu vu quelqu'un qui fait un commentaire? J'ai Les REL, juste les 3 R. C'est une question pour moi? Les 5 R. Les 5 R, c'est vrai, les 5 R. C'est une question assez générale, je pense, là, qui ne s'adresse pas nécessairement qu'à Gabriel, en fait. Non, cette question, c'est surtout pour Claude. Hein? Oui, ben, c'est ça, ou Nadia.
Mais non, je vais répondre vite, là. Non, ce n'est pas, c'est pas seulement que les 5 heures, mais en fait, les 5 heures, c'est un article il y a déjà 20 ans, qui était un peu fondateur de Wiley, là, qui était un peu fondateur de ce que sont les REL, mais en réalité, à la base, l'essentiel dans les ressources éducatives libres, la possibilité de les modifier et de les repartager, là. C'est les droits qu'on accorde en plus. Donc, peu importe les 5 R, là, qui est d'ailleurs un petit peu poussiéreux, je dirais, là, depuis, ça a 20 ans. Mais les fondements étaient un peu là. Donc, oui. Et les licences Creative Commons ont facilité la chose, là. C'est clair. Je pense que tu as bien résumé ça, Claude. Merci. Mélanie veut rajouter quelque chose, par exemple. Oui, rien de bien, mais c'est que, oui, on pense, c'est parce que c'est facile de passer aux 5 R. C'est catchy. Mais oui, il y a bien plus que ça. On peut rajouter d'autres lettres. Il y Je en a pense en plusieurs qui l'ont fait. particulier, c'est ça, je pense en particulier la co-création, mais toutes les choses qui viennent aussi avec des pratiques éducatives ouvertes, comme par exemple créer avec les étudiants la communauté. Ça, c'est pas dans les 5 R, mais c'est quelque chose puis on peut créer une REL sans faire ça, mais une REL va être encore meilleure si on peut, ou être plus représentative ou apporter quelque chose de plus. Ça va être à un autre niveau quand on peut la créer avec la communauté, avec les gens qu'on veut qui l'utilisent. Donc ça, je dirais que ça va comme au-delà des 5 heures. Mais ça, c'est juste mon opinion basée sur mes observations avec le temps. C'est bon. Ben, Claude, oui. je pense que dans l'horaire, je vois qu'il était 43, là. Donc, on pourrait passer à la prochaine présentation. De mon côté, je pense que ça faisait le tour, à moins qu'il y avait des personnes qui avaient d'autres questions par rapport à la REL sur l'engagement social. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette belle présentation, en fait, cette belle REL de façon générale qui va vite. Bon, il y a Jules, il y avait encore une petite question. On va faire ça vite parce que... Oui, j'avais une inquiétude parce que généralement, lorsqu'on produit parfois des REL, il y a parfois un problème de grain de contenu, de granularité qui entre en jeu. J'aimerais savoir si cet aspect est pris en compte lors de la production REL, par exemple, quoi. Et la question s'adresse à... Je crois que c'est Gabriel ou Juan Carlos. C'est quoi en fait, je suis pas sûr d'avoir saisi la question, dans le fond, au niveau de la granularité. Parce que généralement, en ingénierie pédagogique, lorsqu'on produit une ressource, pour qu'elle soit réutilisable et tout, il y a une sorte de granularité, de grain de contenu pour que faire des petits morceaux, pour qu'ils soient on puisse facilement les prendre. J'aimerais savoir si ça a été tenu, si ça a été pris en compte lors de la production de vos ressources. Ben, nous, c'est sûr, comme d'ailleurs, on a quelques-unes déjà. Je pense que, en fait, à l'heure qu'il est, il y a au moins 2 publications qui ont été. En fait, il y en a une qui est terminée, qui est comme qu'on a publié, qui est l'engagement social comme c'est notre vie, qui est donc qui a eu ce que sa vie en soi, qui a été réutilisée, dans le fond, qui est repackagé. Il y en a une deuxième qui est en rédaction en ce moment. Fait que, donc, effectivement, oui, ça a été considéré. On l'a considéré. On a certains chapitres en le faisant, on savait très bien qu'on voulait que ce soit réutilisé en auto-partant. Donc, pas rattaché à notre REL, puis ça se fait très bien, d'ailleurs, effectivement. Puis, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en plus, dans l'intro, on dit que ça vient de la REL, que ça fait de la publicité pour l'autre, l'ouvrage original. Mais oui, c'était dans l'approche, on voulait que ce soit comme ça. Je peux peut-être Merci. ajouter qu'il y a certains outils comme Pressbooks qui facilitent la réutilisation, par exemple, d'un chapitre, d'une page, d'une partie. Quand on a accès à Pressbooks, c'est fantastique. Puis, c'est certain que quand on fait l'archivage des REL, on encourage également à séparer les sections, les parties. Si, par exemple, on a un sondage H5P, ben, on va suggérer aux personnes créatrices de les déposer à part, les vidéos avec MP4. Donc, on tient compte de ça, mais c'est toujours à la discrétion de la personne créatrice.
En ce qui me concerne, c'est clair que le contenu est plus ou moins dicté par la description du cours du ministère pour le cours du collégial, en ce cas-ci. Donc, il n'y a pas énormément de marge de manœuvre dans le contenu. Là où on peut prendre des décisions, c'est dans l'ordre dans lequel on présente les choses. Donc, on fait un choix pédagogique très clair et très assumé. Mais par la suite, comme le code source va être rendu disponible, bah, chacun peut jouer avec ça. Chacun pourra voir si les changements qu'il veut faire disloquent ou pas la trame narrative de l'histoire que le manuel d'ingénieur raconte, quoi. Alors, merci beaucoup pour ces explications. On est en train de dériver de façon générale. On dirait que ça nous amène, Nadia, une autre idée d'atelier, ça. Les questions de Jules. Je pense qu'on va, l'année prochaine, Jules, on va vous demander de faire un atelier avec vos questions. Vous avez eu des bonnes questions tout le long de la vitrine. Ça Non, aussi. c'est vrai, c'est intéressant quand même de discuter avec les créateurs de REL aussi de ces questions-là. Alors là-dessus, Mélanie, je pense qu'il Oui, reste une je vais prendre la parole présentation. parce que j'ai l'honneur de présenter Claude qui va nous parler de son générateur d'attribution et de citation d'une œuvre que tu as créé il y a quelques mois, je pense. On s'en est parlé à un moment donné. Donc, je te laisse présenter ton projet. En effet, j'ai créé ça il y a déjà. Est-ce que j'ai bonne? Oui, voilà. Merci Mélanie. J'ai créé ça il y a une couple de mois. C'est dans le temps des vacances des fêtes. En fait, je vais vous dire d'où c'est que ça vient. Puis je suis un peu délinquant aujourd'hui, mais comme je suis organisateur, hein, Mélanie m'a dit OK. Ça vient, en fait, c'est plus un logiciel qu'un logiciel libre qu'une ressource éducative libre. Mais disons que c'est comme c'est tellement près de ce qu'on discute aujourd'hui, mes collègues de la Fabrique REL m'ont dit, ben, présente-le, là, ça vaut vraiment la peine. Bon, alors, ça s'appelle générateur d'attribution et de citation d'une œuvre. C'est parti du fait que oui, je collabore avec la Fabrique depuis des années, la Fabrique REL depuis des années, avec aussi le pôle d'expertise en formation à distance. On crée aussi des ressources éducatives libres. On voit aujourd'hui, on en développe de plus en plus dans nos établissements. En dehors aussi de ces programmes de subvention-là, et c'est la même chose aussi à l'Université d'Ottawa, hein, on observe beaucoup en dehors du contexte des subventions, des ressources qui sont créées dans nos différents établissements. Moi, actuellement, ce que je vis à l'Université Laval, c'est que mon service, le service de soutien à l'enseignement, on est en train d'apprivoiser ça. On est un petit peu en retard par rapport au service de l'Université de Sherbrooke, où Mélanie travaille. Où ils ont vraiment, vous l'avez vu avec la ressource qu'ils ont développée aussi, ils intègrent les licences et les partagent, mais on est en train de faire ça à l'Université Laval. J'ai constaté que mes collègues avaient une certaine barrière là, par rapport à ouais, c'est quoi des licences, puis comment on annonce ça, comment on identifie ça comme il faut. Ça s'appelle l'attribution. On le fait, qui a créé une œuvre et quelle licence on doit poser. C'est vraiment une barrière. Là. On dit, ah, puis quand on regarde la documentation, c'est très aléatoire, là, la façon de procéder. Il y a des recommandations de la part de l'organisme Creative Commons dans cette référence-ci. Vous voyez, c'est un logiciel, c'est sur GitHub, que je l'ai mis sur GitHub. Il y a des références ici. Puis, vous connaissez peut-être le License Chooser. Alors, je suis parti un petit peu de cette idée-là. License Chooser, bon, c'est en anglais. Il n'y a pas de version en français, malheureusement, et ni dans d'autres langues. C'est juste en anglais. Et comme le nom le dit, c'est essentiellement pour choisir une licence. Ce n'est pas l'objectif du petit logiciel que j'ai créé. En fait, on a quelques questions ici. Puis là, je l'ai pré-rempli ici, qui nous permettent de choisir une licence. Alors, je vais en choisir une n'importe quoi. Puis quand on a rempli les différentes cases, il va nous générer la petite licence ici. Bon, alors c'est un peu le même principe pour ce que j'ai fait ici pour la première partie. Il y a comme 3 parties dans ce petit logiciel-là. Donc, quand on a une licence originale, comme l'outil du License Chooser de Creative Commons qui est en anglais, ben, c'est un peu la même chose ici, c'est-à-dire qu'on va documenter notre ressource. Par exemple, bon, ici, justement, ma super ressource. Et puis, je vais mettre mon nom. Et puis, je vais mettre mon prénom, tout simplement. Et puis, bon, une licence que je choisis. Disons que c'est celle-là.
Bon, je vais faire juste une petite démonstration. On dit, oh, tu as choisi une licence ND. Attention, ce n'est pas une licence libre. C'est juste une petite alerte parce que pour sensibiliser les gens au fait que ouais, le ND, là, c'est pas du libre. Alors, il y a un petit volet éducatif là-dedans. Alors, je vais prendre le CC BY 0.0, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Et puis, la date de création, on n'a pas ça partout hein, dans les licences. C'est recommandé par Creative Commons, mais on ne l'a pas nécessairement tout le temps. Puis, la date précisément non plus. Alors, on fait générer. Et ça nous crée notre attribution ici avec, si vous voyez en bas, quand on clique sur le bon icône et le lien exactement vers l'attribution en français officielle du site. Alors, ça nous facilite la vie, là. C'est pas des choses on n'a pas besoin de chercher à gauche, à droite, c'est quoi le bon icône, etc. Donc, on a tout ça. Puis, on peut mettre aussi, on pourrait mettre aussi un lien vers mon adresse courriel si je veux avoir que les gens me contactent. Je pourrais mettre aussi le lien vers l'œuvre elle-même. Je prends un lien au hasard, là. Et là, ça s'ajoute en dessous. Donc, on a tout ce qu'il faut ici dans l'attribution. On prend ça ensuite, on fait un copier, on met ça sur toutes les composantes de l'œuvre. Alors, toutes les parties qui peuvent voyager indépendamment là, quand on dépose une règle. Alors, vous voyez, c'est simple, c'est en 3-4 clics. On prend un copier-coller puis on copie ça. Maintenant, ça, on pourrait faire à peu près ça dans le License Chooser en anglais, si on parle anglais, puis ça ne nous énerve pas trop. Mais au Québec, ça nous énerve. Les francophones, de façon générale, ça nous énerve que ce ne soit pas en français. Mais il y a deux autres points intéressants ici dans cette ressource-là, c'est qu'il y a la possibilité que ce soit une œuvre simplement ajustée. C'est quoi une œuvre ajustée? C'est que quand on modifie que légèrement une œuvre, alors à ce moment-là, on n'est pas propriétaire on ne peut pas s'arroger la propriété de cette œuvre-là. On fait juste modifier légèrement. Qu'est-ce qu'on entend par modifier légèrement? Ben, c'est par exemple, on change quelques mots, on corrige des fautes, on change de couleur un peu, on change légèrement l'œuvre. Donc, on ne peut pas s'approprier l'œuvre à ce moment-là. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est que, mais mettons que je prends l'œuvre de Mélanie. Alors, Mélanie, j'aime beaucoup ta ressource, c'est à tel point que je l'utilise. Et puis, œuvre de Mélanie Brunet. Et puis, bon, disons que c'est une licence, peu importe, là. Et puis, voilà. Ici, ce qui est particulier, quand je fais générer, ben là, elle me dit, attention, là, il faut que tu précises qu'est-ce que tu as changé dans l'œuvre de Mélanie. Alors, je veux dire, j'ai corrigé des fautes. Deux fautes. Moi, j'avais déjà tapé quelque chose. Tiens, je vais prendre. Bon, alors, changement de couleur, des titres, mise en page, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je fais générer? Ben, il nous ajoute les ajustements effectués, effectivement. Donc, l'attribution, c'est Mélanie, c'est l'autrice de l'œuvre, et puis on a les corrections qui sont apportées. Maintenant, si on a une œuvre adaptée, c'est le plus compliqué, puis ça, on ne retrouve jamais ça ailleurs. En passant, la petite ressource, elle a été approuvée là, par Bureau du droit d'auteur à l'Université Laval. Nadia a fait la démarche chez nous et notre spécialiste dit ouais, c'est bon ça. Puis d'ailleurs, surtout pour ces deux points-là qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, si on a une œuvre adaptée, c'est quoi une œuvre adaptée? C'est une œuvre qu'on a modifiée de façon substantielle. Par exemple, une traduction. Dans le cas d'une traduction, c'est considéré comme une adaptation. Donc, c'est une nouvelle œuvre. On peut, à ce moment-là, s'arroger mettre notre nom, en fait, sur l'œuvre parce qu'on l'a traduit. C'est considéré comme une modification majeure, donc substantielle. Évidemment, ça peut être autre chose. Là. Ça peut être rajouter un chapitre ou deux. Ça peut être de réécrire complètement, d'en retrancher, etc., lorsqu'on a de grandes œuvres, de passer d'un tableau à un graphique. Bon, il y a des modifications importantes. Alors, dans ce cas-ci, on nous dit qu'il faut que vous fournissiez les données non seulement sur l'œuvre d'origine, mais aussi sur l'adaptation effectuée. D'où les deux onglets qui sont présents ici. Donc, on va documenter d'abord l'œuvre d'origine. L'œuvre
la nouvelle œuvre. Donc, ça, c'est ma nouvelle œuvre. C'est moi qui l'ai créée. Donc, encore une fois, Claude, je mets mon nom. Je vais laisser 4.0 pour voir ce que ça fait. Et puis, la date d'aujourd'hui, je ne fais rien de spécial. Je vais faire générer. Ah, ben là, il me dit, non, mais tu n'as pas entré l'information sur l'œuvre de départ. Alors, l'œuvre de départ, je vais l'appeler tout simplement ancienne œuvre, et c'était l'œuvre de Mélanie. Vous vous rappelez, là, j'aime bien l'œuvre de Mélanie. Ouais, alors, Mélanie. Et là, il faut que je précise qu'est-ce que j'ai fait. Alors, je vais dire, ajout de 2 chapitres, et puis retrait, bon, je pourrais dire autre chose, vous comprenez le principe. Et là, je fais générer. Et voilà, il nous dit, oui, la nouvelle œuvre, c'est moi, adaptée de l'ancienne œuvre qui est l'œuvre de Mélanie, avec la licence, les licences dans les 2 cas. Et qu'est-ce qui a été fait comme changement? Alors, vous voyez, il y a plus d'informations, c'est plus compliqué. On voit assez rarement ça bien fait, quand l'attribution d'une adaptation. Alors, l'outil simplifie simplement la démarche d'attribution. Et puis, je n'ai pas parlé du fait qu'aussi, ça génère aussi la citation en format APA standard dans le cas d'une œuvre, ce qui est plus simple, mais qu'on peut utiliser aussi dans l'outil, c'est intégré. Donc, ouais, c'est aussi simple que ça. C'est un outil relativement simple, simple, mais le codage en arrière il est un petit peu plus compliqué, là, c'est sûr, mais c'est du HTML puis du JavaScript. Donc voilà, je voulais simplement le présenter aujourd'hui parce que c'est un outil qui facilite simplement, puisque vous voyez, c'est quelques clics, il suffit d'entrer l'information et on a une information qui est conforme au standard. Et d'ailleurs, je me suis fié tellement conforme que je me suis fié non seulement aux recommandations de Creative Commons, mais à la traduction des recommandations par Mélanie à l'Université d'Ottawa. qui avait, C'est qui avait justement ça que je viens de traduit, mettre dans le ah oui, clavardage. qui avait traduit ces consignes-là. Sauf que, évidemment, ça va plus loin que les consignes écrites, puisque c'est un outil pratico-pratique là, qui permet de le faire en quelques clics. Alors voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, L'adresse a été Claude. partagée. Je n'ai même pas suivi le chat. Oui, ben j'ai mis l'adresse. Il y a eu des petits commentaires ici et là. Nadia a mentionné que oui, en effet, Sonia Morales avait approuvé l'affaire ou avait été consultée. On dit que c'est bien fait. Plein de beaux compliments pour toi, y compris le mien, où je dis que ton application est supérieure de loin au petit document que j'avais créé avec une collègue. Donc, puis là, on a beau travail, bravo. Donc, Mélanie dit comme pour le format original, est-ce que l'organisation, institution y était? Première vue, il me semble que c'était manquant. Cela pourrait être utile. En fait, pour l'œuvre originale, dans le cas d'une adaptation, Oui, je pense que c'est ça, oui. la question de l'organisation, c'est une très bonne question. On a eu des discussions à l'interne, à savoir, bon, puis il y a des différences selon les établissements. La première question, c'est est-ce que les professionnels peuvent être auteurs, ce qui n'est pas tout à fait évident dans les institutions. Ça varie. Et dans l'institution, à ce moment-là, elle peut être considérée soit comme une autrice, dans le cas dans le cas de l'attribution, l'organisation n'apparaît pas en dehors des auteurs, hein. C'est pas quelque chose on intègre à l'intérieur d'une attribution. Par contre, elle s'intègre à l'intérieur de la citation. Dans ce cas-ci, j'en avais même pas indiqué, mais si je l'indique, Université Laval, elle va apparaître non pas dans l'attribution, mais dans les citations APA, parce que les citations APA, on exige l'édition, l'organisation éditrice. Mais si on veut que l'organisation apparaisse à ce moment-là dans l'attribution, il faut qu'on l'ajoute comme autrice à ce moment-là. Je vais rajouter une ligne, puis je vais mettre Université Laval ou de Sherbrooke, là, pour Mélanie, bien sûr. Et là, on fait générer et elle va apparaître Claude Potvin et Université Laval. Alors, dépendant des établissements, il y a des politiques qui sont un peu différentes, là, comme je disais, là, qui peut être auteur, considéré comme auteur ou non.
Alors, Mélanie fait Je oui. dirais Donc, peut-être pour préciser que c'est comme c'est auteur et détenteur de droits d'auteur peuvent être deux entités différentes. Selon, par exemple, c'est quoi ton statut dans ton établissement, comme qu'est-ce que ça dit dans ta convention collective, c'est quoi la politique. Donc, par exemple, à l'Université d'Ottawa, je pense juste à la bibliothèque. Okay? Ben, les techniciens et techniciennes font partie d'un syndicat où ce qui crée le travail, qu'est-ce qui crée, c'est l'université qui détient le droit d'auteur. Tandis que les bibliothécaires, on fait partie du syndicat des profs et nous, on détient le droit d'auteur sur ce qu'on crée. Donc, ça fait une différence. Fait que l'organisme ne joue pas nécessairement le même rôle dans, dans le c'est qui l'auteur et c'est qui le détenteur et comment citer dans ce sens-là. c'est vraiment à vérifier avec chaque établissement. C'est ça. Il y a Gilles qui avait la main levée. Et Baissée, Gilles avait je sa sais main levée, plus. Mélanie aussi avait sa main Oui, levée. J'avais une question. Oui, allez-y. OK, merci Claude. Déjà, merci pour cette présentation. Justement, quand j'ai suivi la notion de adapter, ça me parlait parce que tout récemment, lorsque je regardais votre site, votre page sur LinkedIn, j'ai vu beaucoup de ressources où c'était mentionné adapté par exemple, la ressource qui portait sur les licences Creative Commons, les 6 licences Creative Commons. Bon, là, j'ai vu, la ressource était adaptée. Et il semblerait que la licence a été changée. Bon, là, je me posais des questions. Ça veut dire comment se passe le processus d'adaptation et le changement de licence. Qui décide? Comment ça se fait? Parce que là, je vois par exemple sur la ressource 6 licences Creative Commons, la licence initiale c'était CC BY, mais après adaptation, c'est CC BY NC. Donc, j'aimerais savoir les motivations derrière ce changement de licence-là. Et puis, comment se fait concrètement l'adaptation et le changement de licence. Merci. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste, Jules, du droit d'auteur en soi, mais il y a des règles qui définissent quelles licences peuvent être utilisées dans le cas d'une œuvre dérivée. Et je vous ai mis un exemple ici, puis là, j'ai mis des avertissements à l'intérieur même de la petite application pour dire on ne peut pas choisir n'importe quelle licence quand on adapte. On a le cas ici, là, on dit la nouvelle licence qui était choisie, c'était CC BY, alors que la licence d'origine, c'était une CC BY NCSA. On nous dit que c'est pas possible de faire ça, c'est en rouge. Puis pour aller voir de quoi il est question, il faut aller dans la documentation de Creative Commons qui ils ont justement un tableau de correspondance là, pour dire qu'est-ce qui est possible ou pas versus licence. C'est assez complexe cette question-là. Là. On ne peut pas passer du temps là-dessus, mais je vais vous donner le lien si vous voulez. C'est vraiment très, très spécialisé. Puis je pense que je vais laisser les bibliothécaires compléter s'il y a d'autres choses à dire là-dessus parce que c'est vraiment. Donc, il y a des licences qui peuvent être utilisées pour une œuvre dérivée et ça dépend et d'autres pas. Ça dépend vraiment de ce tableau-là, mais c'est les questions légales qui sont derrière, évidemment. Ouais. En fait, je vois le commentaire de Nadia qui suggère de suivre la formation ou la certification Creative Commons. En effet, je pense qu'on est quelques personnes ici qui l'avons fait. Ça aide beaucoup. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps. Il y a aussi, si vous n'avez pas accès à être capable de faire la certification, le matériel est une ressource éducative libre que vous pouvez utiliser sans faire la certification comme telle, mais on passe à travers ces choses-là. Mais une chose que je dirais pour l'exemple en particulier que Claude montrait, c'est, par exemple, si on commence à changer, on fait un dérivé de quelque chose dont la condition comprend le SA, le share alike, qui est à dire partager sous les mêmes conditions, c'est là qu'on ne peut pas, faut garder la même licence sur le dérivé ou sur l'adaptation. Ça fait partie des conditions de la licence. Donc, c'est possible que quand on utilise autre chose, ou je devrais dire, quand l'œuvre originale a une licence qui ne dit pas share alike ou partageant les mêmes conditions, vous n'allez pas avoir le pop-up qui va vous dire non, il ne faut pas changer la licence, il faut que ce soit la même licence que l'original. Ça, c'est un exemple où ça va revenir, puis on va dire non, vous ne pouvez pas changer la licence, votre version de la nouvelle œuvre doit être la même. Ça doit être la même licence. Donc, ça, c'est un exemple spécifique.
Mais c'est beaucoup plus, il y a d'autres facteurs, là. Mais ça, c'est un exemple spécifique qui peut revenir. Mélanie, vous aviez la main levée. Si vous voulez poser votre question, faire votre commentaire. Ben, c'est une question. Là, je ne sais pas si c'est trop niché. Là, vous pourrez, on pourra discuter de ça en parallèle, là, si jamais ça l'est. C'est qu'un peu plus tôt, Claude, tu mentionnais que la traduction, c'était une modification substantielle sur une œuvre. Là, nous, on avait cette figure de cas-là qui est survenue là, dans la production de nos raids. Puis là, après plusieurs discussions, on était venu à la conclusion que ce n'était pas une modification substantielle puisqu'on n'intervenait pas dans le contenu. Il n'y avait pas d'apport qui était supplémentaire, c'est qu'on faisait juste une traduction littéraire, là, vraiment mot à mot. Là, on faisait une traduction pour vouloir dire les mêmes choses, mais dans une autre langue. Puis j'étais curieuse de vous entendre. Là, bon, Mélanie, j'ai compris que vous étiez bibliothécaire. Là. Est-ce qu'on aurait dû faire les choses différemment ou est-ce que vous, justement, vous considérez que c'est une modification substantielle? Nous, pour le citer, là, on avait utilisé le format usuel entre parenthèses, donc on mettait les personnes qui avaient traduit. Là. Donc, on était allé vers ça, mais on avait gardé les auteurs originaux. Ah ben, je vais juste commencer la réponse, puis ensuite je fais une passe parce que moi, c'est ce que j'ai toujours entendu de la part de l'expert du droit d'auteur à l'Université Laval, que la traduction était une modification majeure. Et probablement que la petite formule qu'on entend souvent, là, traduire, c'est trahir, est à la source de ça, c'est que tu changes nécessairement le sens de ce qui est traduit. Ça n'existe pas des traductions parfaites. Donc, j'imagine que c'est ça qui est derrière, mais écoute, peut-être que ça a changé depuis, depuis l'arrivée de l'IA, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Nadia Juste et strictement Mélanie? du point de vue de droit d'auteur, que ce soit Creative Commons ou pas, là, c'est habituellement une traduction, ça devient une nouvelle œuvre. Donc, c'est assez gros comme changement. Donc, dans ce cas-là, c'est pas nécessairement que, ben, je veux dire, c'est pas nécessairement que la nouvelle version n'appartient pas du tout comme qu'il n'y a plus de lien avec l'original, c'est pas ça du tout, il y a définitivement un lien, mais ça serait considéré comme étant une adaptation quand même assez majeure. Donc, mais dans ce cas-ci, je dirais comme l'important, c'est d'indiquer, en termes d'une licence Creative Commons, c'est d'indiquer que ce changement-là a eu lieu, puis d'être spécifique de la nature de quelle est cette adaptation. Excellent, merci. Alors, ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, Je moi, pense que c'est tout. Mm. C'est ça, je ne vois pas d'autres questions. S'il n'y en a pas d'autres, on peut conclure, à moins qu'il y ait une dernière observation. À toi de conclure. Merveilleux. OK. Vas-y, Mélanie. OK. Donc, oui, je confirme que ça conclut non seulement la troisième partie de la vitrine réelle, mais la vitrine réelle dans son ensemble. Donc, merci beaucoup à nos créateurs et créatrices de REL qui ont présenté leur projet aujourd'hui, mais aussi au cours des 2 dernières semaines. Merci à Claude, mon co-organisateur et co-animateur. Merci à Nadia et Marianne Dubé qui était là à un moment donné durant ces 3 semaines pour leur soutien aussi. Donc, et enfin, merci à toutes et à tous d'avoir assisté à l'événement aujourd'hui et dans les semaines précédentes. Les enregistrements des parties 2, 1, 2 et 3 sont... Les 2 premières sont déjà disponibles, mais la troisième va s'en venir bientôt. Ça va être disponible bientôt sur le site de la Fabrique REL. On a déjà la liste des
vient d'être ajouté dans le clavardage, la liste des enregistrements qui ont été faits durant le mois de l'éducation ouverte. Donc, je vous invite à aller revoir ça. Pour ce qui est de ce qui reste en termes d'événements pour le mois de l'éducation ouverte qui tire à sa fin, il y a encore un événement demain qui est une conclusion avec Open Education Global francophone que je vais mettre dans le clavardage si ça vous intéresse. Peut-être qu'on l'a mis 2 fois, je ne sais pas. 2 fois plutôt qu'une, c'est correct. Donc, je viens de l'ajouter. Donc, ça conclut presque le mois de l'éducation ouverte du côté francophone. Donc, sur ce, merci encore une fois. Puis, je vous dis à l'an prochain, j'espère, pour la prochaine édition du mois de l'éducation ouverte, mais aussi de la vitrine REL. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une bonne réécoute au visionnement des choses que vous n'avez pas eu la chance de voir jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à vous deux. Merci. À la prochaine. Bye. Au revoir. Merci. Au revoir.